Comment ça, c'est ça? Oui, c'est un peu sus. Je suis d'accord, Nia. Quand une VTubeuse a dit Nia, c'est sus, je suis d'accord. C'est sus. Bololo, 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 bololo. Tu attends la fin des 4 minutes à vous. Non. Je sais pas de quoi tu parles, c'est ça? Tout à fait. C'est parti. Arc 1. Un jour écarlate. Chapitre 2. La louve au bois de serre. Le temps lui-même sembla s'éteindre. Eshkay sentit son souffle se suspendre, son cœur battant lourdement dans un silence oppressant. Sur ce chemin où la douleur et l'humiliation s'entrelaçaient comme des spectres malveillants, une fille se tenait là, immobile, une ombre figée dans le néant. Elle était d'une beauté insaisissante, avec des oreilles de louve et des yeux en twintel bicolore, rose et brun, encadrant dans un visage aux traits doux et avec des bois de serre. Elle dégageait une aura à la fois séduisante et juvénile. Son regard perçant, empli d'intelligence et la noblesse qui émanait d'elle, ajoutait une touche de charme à la fois dangereuse et irrésistible. Elle mesurait environ 170 cm et portait une tenue streetwear distinctive. Son haut, un tank top à col roulé, était orné de motifs lumineux, bleu nuit, qui scintillaient dans l'obscurité, ajoutant une touche de néon à son style. Elle portait également un short accompagné d'une demi-jupe asymétrique sur le côté, qui apportait une élégance audacieuse à l'ensemble. Je refuse de vous laisser fuir ainsi. Arrêtez-vous immédiatement. Elle parla de nouveau et sa voix vibrante d'intensité semblait capable de faire frissonner chaque fibre d'un corps. Sa voix résonnait comme une cloche d'argent, douce et mélodieuse à l'oreille. Mais son discours portait une telle intensité qu'il semblait capable de faire vibrer les cœurs, jusqu'à les faire trembler. Eshkay était accablé, troublé par cette voix envoûtante, au point d'avoir complètement perdu conscience de sa situation. Toute son attention, toutes ses pensées étaient captives d'elle. Les délinquants n'étaient plus indifférents face à nos animosités. Leur audace s'effritait et leur vigueur d'autrefois se dissipait. Même l'homme armé du couteau pâlit sous l'intensité de son regard. Épris de panique, il se replia précipitamment sur le côté, chassé par une peur soudaine. « Attendez, s'il vous plaît! On va le laisser partir, on ne voulait pas... Pardonnez-nous, je vous en supplie !» Il est rassurant de voir que vous faites preuve d'une telle humilité. Il n'est pas encore trop tard. Rendez ce que vous avez pris. C'était de notre faute, hein? Quoi? Ce qu'on a volé, c'est-à-dire? On a volé tellement de choses aujourd'hui. S'il vous plaît, c'est vraiment crucial. Je pourrais tout abandonner, mais pas ça. C'est un cadeau de Béa. Si vous le rendez maintenant, je n'aurai pas à être violente. Même si elle parlait d'un ton calme, ces derniers étaient clairement chargés de colère. Son regard était perçant. Les feux follets autour d'elle réagissaient à peine, et la main qu'elle avait tendue resta vide. Pourtant, il y avait quelque chose d'indescriptible dans sa paume. Une présence palpable, lourde et menaçante, que chacun pouvait ressentir. Attendez, hein, je crois qu'il y a un malentendu. Quoi? Ils désignèrent Eshkay du doigt, qui était toujours écrasé sous leurs bottes. T'es pas là pour sauver ce mec, hein? Elle observa le jeune garçon à terre. Quel garçon étrange. Peut-être qu'il a eu des conflits entre vous? Vous êtes 6 contre 1.
Je n'approuve pas vraiment ça. Mais si vous me demandez s'il y a un lien quelconque avec lui, je dois vous répondre que non. Peut-être qu'en pensant qu'il essayait de la distraire, son ton était irrité, semblait agité par cette situation. Et les hommes se mirent à parler en toute hâte. Attendez, si t'es pas là pour ce type, alors t'as rien à voir avec nous. Quant à ce qui vous a volé, c'est probablement la gamine de tout à l'heure. Oui, c'est vrai, la gamine, elle a couru à travers les arbres. Ouais, par là, elle sautait d'arbre en arbre dans cette direction. Alors, il balançait des informations à une vitesse effrénée, et ses yeux croisèrent ceux de HK. Ses yeux semblaient chercher à savoir ce qu'il disait la vérité, et HK hocha la tête instinctivement, incapable de mentir. En voyant cela, la jeune fille fit un signe de tête, à la fois en signe de compassion et de gratitude. Ils se mirent à courir, tournant le dos au jeune garçon prêt à partir. Les hommes étaient manifestement soulagés, et HK maudit sa propre bêtise et son dégoût de s'être laissé emporter par les événements, gâchant ainsi sa seule chance de s'en sortir. Cependant... Oh, mais avant ça, je ne vais pas simplement ignorer ça et te laisser comme ça. Elle se retourna, la paume tournée vers eux, et pointa la glace dans sa main vers le groupe d'hommes immobiles avant de tirer. Le projectile partit à toute vitesse, comme une balle de fusil. Le projectile frappa la chair et 3 autres éclats retentirent en voyant les hommes valser, en hurlant de douleur. Après avoir frappé directement les hommes, un vacarme aigu résonna. Des fragments de glace se mirent à pleuvoir autour de HK, et des morceaux de la taille d'un poing ricochèrent lourdement sur le sol. Puis ils se dissipèrent, comme absorbés par l'atmosphère, une fois leur fonction accomplie. Des pouvoirs psychiques? Les mots qui expliquaient ce phénomène échappaient à ses lèvres. Il n'avait entendu aucune incantation ni aucun mot, mais la glace qui venait de le voir s'était formée directement dans sa paume avant d'être projetée de sa main. En voyant cela, il réalisa quelque chose. Un peu décevant, pour une première impression avec des pouvoirs psychiques. Il avait imaginé quelque chose de bien plus impressionnant, et ce n'était que quelques morceaux de glace qui se formaient rapidement, pour disparaître tout aussi vite. Il n'y avait même pas l'ombre d'une pression psychique. Mis à part la déception de HK, les hommes qui avaient été frappés par cette attaque, à la fois réelle et décevante, avaient subi de sérieux dommages. 2 d'entre eux avaient à peine réussi à garder leur équilibre, en se relevant, et le 3e semblait avoir été touché par un point crucial. Il était d'une pâleur inquiétante. Malgré les saignements, les 2 étaient encore debout, semblaient prêts à en découdre, mais même l'homme à côté de lui, celui armé du couteau, tenait un objet ressemblant à un couteau de chasse. Il se préparait visiblement au combat. Peu importe, on va vous tuer tous les 2 ensemble. Tu crois avoir une chance contre nous 2? L'homme au couteau cria de colère, en pressant sa main contre son nez brisé. Mais la jeune fille resta impassible, sans montrer la moindre faiblesse. Il semble que 2 contre 1 soit un peu déséquilibré, non? Alors, 2 contre 2, ça devrait être plus équitable, non? HK, libéré de ses assaillants, se redressa difficilement. Il peina à se relever avant de s'approcher et de se mettre à côté de la fille. D'accord. Si vous partez maintenant, je ne vous poursuivrai pas. Mais dépêchez-vous, je n'ai pas de temps à perdre. Et les hommes firent claquer leur langue en entendant ces mots. Puis commencèrent à relever leur ami, étendu sur le sol. Tu vas regretter ça, enflure. La prochaine fois que tu traînes dans le coin, fais attention. T'inquiète pas, je me retiendrai pas. Ils cessèrent désespérément de profiter des menaces, même la réponse était d'un ton dédaigneux, bien que son contenu soit assez sévère. HK commença à se détendre, mais son visage devenait de plus pâle que jamais. Une fois qu'ils étaient partis, HK se retrouva seul devant elle. Resté immobile, oubliant la douleur qui le parcourait, HK
tenta de se relever pour la remercier. Mais elle l'arrêta d'un simple geste, sa voix glacée et dénuée de toute émotion. Ses yeux empreints de méfiance scrutaient Eshkei. Même si elle avait compris qu'il n'était pas de leur côté, elle ne le voyait pas comme une personne digne de confiance. Ta culpabilité t'a fait détourner les yeux. Il semble que mon jugement était juste. Quel jugement? Tais-toi. Tu sais probablement qui a volé mon cristal, n'est-ce pas? La fille interrompit Ashka d'un coup et lançant sa question avec un air de confiance. Mais, avec une voix aussi nonchalante que douloureuse. Désolée de te décevoir, princesse, mais j'en ai aucune idée. Quoi? Son expression fière s'effondra, laissant place à un air habituel pendant un instant. Son attitude imposante disparut également, lorsqu'elle se tourna visiblement paniquée. Et maintenant, est-ce que je viens vraiment de perdre du temps? Tu perds encore plus de temps à parler tout seul. Tu ferais bien de te dépêcher. Le coupable doit certainement avoir des pouvoirs psychiques, vu la vitesse à laquelle elle a couru. Eshkei sourit amèrement en tentant de se relever à nouveau. La fille semblait enfin remarquer qu'il était toujours là. Prenant son courage à deux mains, Eshkei se redressa. Vous en avez fait assez. Vous êtes pressé, non? Vous ferez mieux de partir. Je peux vous aider si vous le souhaitez, qu'en dites-vous? Il avait l'intention de dire cela tout en passant ses doigts dans ses cheveux et en affichant un sourire. Ah, tu ferais mieux de ne pas essayer de... Ah! Sa tête était lourde et son corps vacillant. Il tenta de se soutenir contre un arbre, mais sa main ne saisit que de l'air. Finalement, il s'effondra à nouveau sur le sol, là où il venait tout juste de se relever. Il tomba sans défense sur la tête, la douleur faisant sombrer sa conscience. Sur le point de perdre connaissance, il aperçut la fille se retourner, le visage rouge d'inquiétude. « Je ne vais certainement pas rester ici pour t'aider. » Tellement mignonne même quand elle panique. Ce fut ses dernières pensées avant de s'évanouir. Pour Eshkei, l'acte de se réveiller ressemblait étrangement à celui d'émerger à la surface après une longue apnée. Les rayons du soleil envahirent ses pupilles dès que ses paupières s'entr'ouvrirent, l'obligeant à grimacer et à se frotter ses yeux avec lassitude. Habitué à sortir rapidement de son sommeil, il savait qu'une fois ses yeux ouverts, sa conscience ne tarderait pas à reprendre pleinement le contrôle. « Ah, alors tu es réveillé ?» Une voix résonna juste au-dessus de sa tête, alors que Eshkei tourna légèrement la tête pour voir d'où elle provenait, tout en restant allongé au sol. Il réalisa que sa tête reposait sur quelque chose de curieusement doux. « Ne bouge pas tout de suite. Tu as pris un coup à la tête. Ça serait imprudent. » La voix empreinte d'inquiétude était d'une douceur apaisante, tandis que la sensation sous sa tête évoquait une félicité inégalable. Eshkei ressemblant les fragments de ses souvenirs avant de ne perdre connaissance, en vint une conclusion éclatante. Il vivait à cet instant l'un des plus grands privilèges accordés par un homme. « J'y crois pas. Sais-tu me prendre ses genoux comme un oreiller ?» Profitant de cette bénédiction divine, Eshkei bougea légèrement, savourant la douce chaleur qui caressait sa joue, pour son plus grand plaisir. Wow, je savais pas que les filles avaient des cuisses visqueux. Hein? Impossible! Brusquement, il se redressa. Eshkei adopta une posture droite, levant les yeux avec une expression sérieuse. Maintenant, pleinement lucide, il réalisa qu'il pouvait enfin voir clairement ce qu'il se trouvait devant lui, à travers sa vision inversée. Il aperçut un énorme œil fixant intensément son regard. « Content de voir que tu es enfin debout. J'ai décidé d'être prévenante et de t'offrir un peu de réconfort, jusqu'à ce que tu te réveilles. Je me disais bien qu'il y avait une arnaque. Un œil géant comme coussin. Ce n'est pas si mal en vrai. » Ne te fais pas d'illusions. J'avais des questions, sinon je t'aurais laissé ici sans hésiter. Quand elle insista sur ce point, même Eshkei n'eut pas de réponse. Elle parlait d'un ton acerbe, comme si elle le pressait. Avec ses capacités de communication limitées, surtout avec le sexe opposé, Eshkei se contenta d'hocher la tête.
Et ça vaut aussi pour le fait que je t'ai soigné, permis de profiter de mes faux follets. Tout ça, c'était pour mon propre bénéfice. Alors je vais te demander de me rembourser maintenant. Tu fais un cinéma, mais au fond, c'est une demande normale, non? Arrête de m'ignorer, réponds-moi. Malheureusement, Eshke n'avait aucun souvenir d'avoir vu une telle chose dans l'heure qui avait suivi son arrivée. Non. Je vois, c'est donc ça. Sa logique aurait stupéfié n'importe quel escroc, lâchant à Eshke abasourdi. Elle claqua des mains, comme si tout était réglé. J'y vais, allez, je vais y aller maintenant. Je suis pressée, tes blessures sont presque guéries et ces gars ne devraient pas te poursuivre après ce qui s'est passé. Mais errer seul dans une forêt déserte comme ça, c'est risqué. Je ne m'inquiète pas pour toi, je te préviens juste. Si ça se répète, je te sauverai pas, donc ne t'attends à rien. Elle parlait rapidement et voyant peut-être le silence de Eshke comme un signe d'accord. Elle semblait satisfaite avant de se détourner. Ses cheveux bicolores se balançaient au gré des mouvements. La véritable motivation derrière ses paroles et ses actions. Il semblait qu'on lui avait volé quelque chose de précieux, et elle poursuivait le coupable. Pourtant, en voyant un étranger se faire attaquer, elle s'était arrêtée pour lui venir en aide malgré tout. Elle avait même pris le temps de le soigner et de veiller sur lui, jusqu'à son réveil, avant de lui poser à nouveau sa question. Estimant que cela suffisait pour qu'il ne se sente pas redevable envers elle. C'était bien au-delà de ce qu'on pourrait appeler de l'honnêteté. C'était la première fois de sa vie qu'il rentrait quelqu'un qui le regardait pas avec dégoût, mais aussi incroyablement prévenant envers lui. Du point de vue de Eshke, il n'y avait aucun bénéfice pour elle à interagir avec lui. Non seulement elle avait perdu sa cible, mais elle avait aussi gaspillé un temps précieux à le soigner. En fin de compte, elle avait subi une grande perte. Elle avait toutes les raisons de la critiquer, et il acceptait cela. Mais au lieu de cela, elle ne lui tenait pas rigueur et ne demandait même pas d'excuses. Pourquoi? Parce que, selon elle, le sauver faisait partie de son plan égoïste. Vivre comme ça et tu finiras par tout perdre. Eshke se releva et se tapota pour disperser la poussière sur lui. Il se rendit compte que cette fille, un peu étrange, avait fait tant pour lui, tout en exigeant presque rien en retour. « Hé, attends !» Alors qu'elle se dirigeait vers le village. « Quoi ? Nous avons déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Il n'y a plus rien entre nous. Nous sommes juste des étrangers qui se croisent. C'est tout. Ne dis pas des choses aussi cruelles. Même si tu penses en avoir fini, je suis convaincue que ce n'est pas encore terminé. Mais, cette chose est importante pour toi, n'est-ce pas? Laisse-moi t'aider. Je ne sais pas ce que c'est, ni son passé, mais je sais à quoi elle ressemble. Une jolie fille aux cheveux roses et aux dents pointues, plus petite et plus jeune que toi. Tu es vraiment étrange. À cet instant, le regard de Eshke s'assombrit légèrement. La fille l'observa comme un spécimen rare. Ses yeux semblaient l'évaluer attentivement. Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne peux rien te donner en retour. Je suis complètement fauchée. T'inquiète, je suis dans le même bateau. C'est pas vraiment rassurant, ça. Ignorant délibérément les interruptions de la fille, Eshke sourit. Et je n'ai pas besoin de récompense ou quoi que ce soit, je veux juste te remercier. Je n'ai rien fait pour mériter tes remerciements, et tu m'as déjà remboursé pour la guérison. Son obstination fit sourire Eshke, amèrement, et il continua. Je t'aide aussi pour mon propre bien. Mon but, c'est ça. Ton but? Ouais, tu sais, mon dit-on, c'est aide-moi une fois et je t'aiderai 100 fois plus. Si c'est comme ça, ok. Je ne peux vraiment rien te donner, tu sais. En disant cela, les deux se mirent en marche. Il était presque 17 heures. Depuis les événements survenus dans la forêt, Eshke et la fille avaient passé des heures à mener l'enquête pour retrouver la voleuse présumée. Mais malgré leur effort, ils n'avaient trouvé aucune piste concluante. Fatigue et frustration commençaient à s'installer alors que le soleil amorçait sa descente.
teignant le ciel de nuances orangées. Eshkei? La fille prononça le nom de Eshkei pour la première fois, le tirant de ses pensées sombres, alors qu'il était submergé par la haine de soi, après sa tentative désespérée et de son échec cuisant dans la forêt. Le simple fait qu'elle dise son nom pour la première fois et de manière si naturelle suffit à le déstabiliser légèrement. Oui? Quoi? Pourquoi tu te trompes comme ça? Je comprends que tu sois nerveux, mais on n'a même pas commencé. Si tu as si peur, tu ferais mieux d'attendre ici. Elle accompagna ses paroles d'un léger soupir, détournant finalement son attention de lui. Alors qu'il la regardait s'éloigner dans l'allée, Eshkei comprit qu'elle n'avait pas l'intention de le laisser derrière elle, même si elle en avait l'occasion. En lui disant d'attendre, elle insinuait qu'elle reviendrait le chercher une fois sa tâche accomplie. En moins de quelques heures, il avait saisi sa particularité chez elle, son incapacité à tromper, en son propre intérêt. Sacra. Bien qu'il ait offert son aide, il se relève totalement inutile. Et pire encore, il devenait une source d'inquiétude pour elle. Il n'était rien de plus qu'un fardeau. Il se gifla les joues, laissant la douleur recentrer ses pensées, le pousser à aller de l'avant. Certes, il y avait encore une multitude de raisons de se plaindre, mais malgré tout cela, il refusait de se détester pour ses limites. Compter sur elle pour tout serait pathétique, je devrais au moins être capable de la soutenir. Il savait qu'il dépendait d'elle, mais il était déterminé à se tenir sur ses propres jambes. Pourtant, malgré ses efforts pour se concentrer, son esprit se laissa, happé par un détail. En y repensant, il y a encore une chose. Il éleva la voix, attirant son attention. Lorsqu'elle tourna la tête, ses yeux se croisèrent les siens à travers une mèche de ses cheveux colorés. Même ce simple regard en coin était captivant. Mais Eshkei trouva la force de poser sa question. « Je t'ai donné mon nom, mais je ne connais toujours pas le tien. » Asalt, tu peux m'appeler Asalt. Leur enquête les conduisit au quartier malfamé du village. Un lieu où ils s'attendaient à rencontrer des situations sordides. Cependant, contre toute attente, une imprévue permet à Eshkei de se relever utile. Cet endroit a un truc sympa. Mais je ne saurais dire quoi. Attends. Et si c'est ça? Qu'est-ce que ma période de gloire vient enfin de commencer? La première depuis la maternelle. Il avait des traits délicats durant son enfance, combinés à une personnalité qui le faisait souvent passer pour une fille. Hélas, plus de 10 ans plus tard, les choses n'avaient pas vraiment changé. Eh ben, ce n'est qu'une hypothèse, mais laisse-moi un peu dans mon illusion, d'accord? Tu risques d'être déçu, mais je pense que c'est surtout à cause de ton apparence. Tu es un peu sale avec des taches de sang et les gens ici semblent mener une vie difficile et doivent te trouver, disons, touchant. Génial, j'adore. Il disait ça avec un sarcasme. Il devint éviter pourquoi tout le monde se montrait si amical. Une vieille dame avec un sourire bienveillant lui tendit un petit fruit sec en disant « Mange ça et profite de la vie ». Intrigué, Eshkei porta le fruit à sa bouche. Une douce saveur apparut dans sa coque dure, tuée d'une odeur atroce, comme si son nez se consumait de l'intérieur. Avant même de pouvoir réagir, elle perdit connaissance. « C'était quoi ça ?» Il se redressa d'un bond. Encore sous le choc, le goût infernal sembla hanter sa bouche. « On dirait que tu as reçu un fruit spirituel. Ça stimule ton énergie intérieure et accélère la guérison de ce genre de truc. » Asal se mit un doigt sur sa lèvre et regarda Eshkei, qui se réchauffait et transpirait. « Il semblerait que ton corps fait très bien circuler l'énergie spirituelle. Si tu fais une overdose, tu risques de mourir. » « Sérieux ?» Cela dit, leur mission restait inchangée. Ils devaient interroger les habitants et décrire les traits du suspect, et leur demander s'ils connaissaient quelqu'un correspondant à cette description. Et ainsi de suite. Eshkei s'occupait de cette tâche, et plus il avançait, et plus il s'y habituait. Peut-être que ça pourrait être Rose, une petite renarde rusée, non? Dit un habitant. Cette information précieuse venait de 14e habitant qu'il avait interrogé.
c'était l'une de ces personnes à qui HK avait parlé de manière très décontractée, en lançant un « Yo, le sang, bien ou bien ?» Il observa l'apparence négligée de HK avec un regard compatissant. Si c'est Rose, son objet volé doit probablement se trouver dans la maison du vieux ours. Il se récupère les objets volés. Il les étiquette et les garde là avant de les vendre ailleurs. Sérieux, frérot? Mais bon, même si vous lui expliquez qu'on vous a volé, il ne vous rendra pas vos affaires juste comme ça. Vous devriez négocier avec pour les récupérer. Dans les bidonvilles, le blâme pour un vol revenait souvent à la victime, accusée d'imprudence. C'était une logique bien ancrée, que leur informateur avait imposée avec un rire moqueur, malgré son aide apparente. Grâce à lui, il avait toutefois obtenu l'emplacement de la maison du vieux ours. Enfin, il semblait qu'Assault était sur le point de retrouver son objet volé. HK, il nous a dit de le racheter, hein? Mais franchement, on n'a même pas de quoi s'acheter un snack. Et puis, dans ce genre de situation, on risque de se faire plumer jusqu'au dernier centime, non? Je récupère juste ce qui m'a été volé. Explique-moi pourquoi je devrais payer pour ça, tiens. Sa voix était calme, mais son ton trahissait une irritation froide. Il fit un pas en avant, son regard s'aiguisait à mesure qu'elle se préparait mentalement à affronter le vieux ours. Assat, les bras croisés, haussa un sourcil pensif. C'est vrai que sans argent négocier risque d'être compliqué. Mais je doute que rester les bras croisés change grand-chose. Elle tourna les talons avec détermination. Bien, on va voir à quel point ce vieux ours peut être raisonnable. Une fois que le problème des fonds fut évoqué, l'expression d'Assault s'assombrit. Son murmure spontané, bien qu'exact, ne changera en rien au fait que leur adversaire n'était pas du genre à céder à de simples arguments de bon sens. Pour régler cette affaire de manière pacifique et fiable, il semblait que plus sage de suivre les conseils de l'homme qui leur avait indiqué la maison du vieux ours. Tu sais, peut-être que tu sais un peu de diplomatie ne serait pas une si mauvaise idée. Diplomatie ou pas, je ne compte pas repartir sans ce cristal, peu importe le prix. Le ton résolu de sa voix laissa entendre qu'elle était prête à tout pour récupérer ce qui lui appartenait. Arrivés devant la maison du vieux ours, ils échangèrent un regard. Alors, quelle est la stratégie? On entre avec un sourire ou on défonce la porte à coups de pied? La salle scruta la bâtisse. Essayons le sourire d'abord, mais garde ton pied prêt au cas où. C'est plus grand que ce que j'imaginais. Pas étonnant qu'ils appellent le vieux ours. Si tout ce qui est là-dedans est vraiment volé, ça dépasse l'entendement. Et il plissa les yeux en observant la grande bâtisse, tandis que HK haussa les sourcils perplexes. Il doit écouler leurs trouvailles de temps en temps, sinon ça serait une véritable entrepôt. La maison du ours avec une allure bien plus imposante et ordonnée que le nom ne le laissait supposer, et ce qui renforçait leur méfiance. HK, donc si les rumeurs sont vraies, la prière devrait être là. Mais, sérieusement, dans cette situation, comment on aborde ça? C'est simple, je vais être direct. On m'a volé quelque chose, alors s'il est ici, rendez-le-moi. Pas besoin de tourner autour du pot. HK soupira, et croisant les bras. J'ai déjà dit que ça ne marcherait jamais comme ça, plusieurs fois même. Mais bon, tu n'écoutes pas. Malgré son scepticisme, il savait que son obstination était liée à son intégrité. Elle ne semblait pas capable de recourir à des moyens détournés, peu importe la situation. Mais c'est précisément parce qu'elle était ce genre de fille qu'elle s'était arrêtée pour l'aider, même si cela ne lui apportait aucun bénéfice. Ah, j'ai compris, je vois où ça va. Il se passa une main dans les cheveux avec un soupir, jetant un regard résigné vers Assault, avant de pointer la maison du doigt. Il y avait une forte probabilité que les choses tournent mal.
Et bien qu'il n'en soit pas ravi, HK se résigna finalement à proposer. Bon, écoute, laisse-moi y aller. Si quelqu'un doit se faire jeter dehors au pire, autant que ce soit moi. Je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais si tu insistes... Avec un sourire nerveux, HK s'avança vers la porte, priant pour que son courage improvisé suffise. Je m'attendais à une protestation. Il est vrai que tu n'es pas été particulièrement utile jusqu'à présent et que tu n'as rien fait ou dit pour inspirer une quelconque confiance, mais... Désolée, mais je crois que tu réfléchis bien, je vais essayer de croire en toi. HK, un peu surpris par la tournure des événements, hocha la tête, avec détermination, malgré la nervosité qu'il montrait en lui. D'accord, je ferai de mon mieux. Pas de retour en arrière maintenant. L'ambiance se détendit un peu alors qu'il prenait une profonde inspiration. C'était son moment de briller, ou de trébucher de manière spectaculaire. En marchant, HK regarda le collier qu'il avait sur le cou. Il n'avait jamais fait l'objet d'une conversation jusqu'à présent. Mais pour HK, ce collier représentait tout ce qu'il avait. Il n'était pas certain de sa valeur exacte, mais il était convaincu, quel que soit le prix de ce cristal, il ne pouvait pas être plus précieux que ce collier. Ce collier était unique en son genre. Dans ce monde, il était attaché à cette relique, comme une partie de son passé. Ce collier, cependant, était un moyen de négocier. Il n'était pas de ceux qu'il était à l'aise avec l'idée de troquer ou de vendre ses biens personnels. Mais cet instant précis, il n'avait pas d'autre choix. Il pourrait peut-être échanger ce collier pour obtenir l'objet qu'il cherchait. Il représentait un compromis, mais un compromis nécessaire. Il hésitait encore. Mais en cas de besoin, il savait que c'était la dernière option. Il devrait faire en sorte que ce dernier recours soit aussi puissant que possible, en espérant que cela suffise à faire pencher la balance en sa faveur. Il y a quelqu'un ? Debout devant la porte, HK leva la main pour frapper. Le bruit résonnait dans l'air, plus profond que à ce quoi il s'attendait, mais il n'y eut aucune réponse venant de l'intérieur. Le silence qui suivit était lourd, presque oppressante. Il attendit un instant, mais toujours rien. Le doute s'installa en lui, mais il prit une grande inspiration et frappa à nouveau la porte. Cette fois, chaque coup résonnait comme un écho. Son esprit d'incertitude grandissait à mesure que le temps passait. Que faire si personne ne répondait? Et si cet endroit était désert, au pire si le propriétaire était ailleurs, tout cela risquait de tourner court. Ses mains tremblèrent légèrement, mais il resta concentré. Ce n'était pas le moment de faiblir. Il hésita à prendre le poignet et la porte s'ouvrit comme si elle n'était pas verrouillée. L'intérieur était plongé dans une obscurité presque totale, si épaisse qu'il semblait que la lumière n'avait jamais pénétré ici, même si ses yeux peignaient à distinguer la forme sombre qui se dessinait devant lui. L'air était lourd, stagnant, comme si la poussière accumulée depuis des années avait enveloppé l'espace de son silence. Étonnant, il n'y avait personne pour montrer la garde. Le lieu censé être un dépôt de biens volés semblait étrangement désert. Pas de bruit, pas un souffle, juste le son de ses pas, qui résonnait faiblement sur le sol rugueux. Un frisson d'inquiétude parcourut le dos de HK. Quelque chose n'allait pas. C'était trop calme. Trop facile. Peut-être était-ce une ruse pour l'attirer. Les imprudents, peut-être qu'il attendait quelqu'un. Peut-être qu'il attendait que quelqu'un comme lui se laisse prendre au piège. Il prit une grande inspiration et tenta de réajuster ses sens. Dans ce noir absolu, avança prudemment, ses mains tendues en avant pour sentir d'éventuels obstacles. Peut-être qu'ils sont dans les toilettes ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un? Et d'abord, il se tourna vers Asalt. Si nous entrons tous les deux comme ça, nous pourrons passer pour des cambrioleurs. Et tu restais dehors. Tu es sûr? Peut-être que je devrais être celle. Je
Je t'ai déjà interpellé un tas de fois, donc je ne vais probablement pas me laisser abattre comme ça. Ça serait dangereux si le propriétaire se méprenait, alors laisse-moi faire. Asalt observa Eshke avec une légère hésitation. Mais elle acquiesça finalement, bien qu'un peu inquiète. D'accord, mais fais attention à toi. Ce n'est pas le genre d'endroit où l'on prend des risques à la légère. Eshke lui lança un sourire rassurant, même si elle savait très bien qu'il n'avait pas la moindre idée de ce qui l'attendait à l'intérieur. Se préparant à l'entrée, il se tourna une dernière fois vers Asalt. Je serai rapide, je n'ai pas l'intention de jouer les héros, tu sais. Je vais juste aller vérifier ce qui se passe. Il s'élança dans l'obscurité. Les bois craquaient sous ses pas et la porte se referma doucement derrière lui. Lorsqu'il passa l'entrée, un petit comptoir apparut devant lui. Une faible lumière filtrant à travers des fissures dans les murs. Le lieu semblait abandonné, poussiéreux, comme si une personne ne l'avait utilisé depuis longtemps. L'air était lourd comme celui d'un endroit que l'on tente d'oublier. À première vue, il ne sembla pas y avoir d'occupants, et le silence qui régnait lui donnait une sensation étrange, presque oppressante. Les étagères en bois étaient alignées contre le mur, couverts de poussière et d'objets hétéroclites. Des sacs, des outils et quelques bijoux mal rangés étaient éparpillés. Cependant, aucun signe de vie ne se faisait sentir, ni bruit, ni mouvement. Je suppose que c'est évident, les objets de valeur doivent être plus cachés. Eshke s'immobilisa soudainement lorsqu'il perçut une sensation étrange sous ses chaussures. Ce n'est pas l'inconfort de marcher sur une surface dure. Au contraire, tout ce qu'il y avait foulé semblait avoir une consistance solide. C'était plutôt comme si ses pas rencontraient quelque chose de visqueux. Lorsqu'il souleva sa jambe, toucha sa semelle de sa chaussure, il s'aperçut qu'un liquide épais y était collé. En effleurant sa texture singulière, une peur primitive monta en lui, surgissant soudainement de son être. Qu'est-ce que c'est que ça? Il posa son doigt sous son nez pour en sentir l'odeur, mais l'air vicié de la pièce empêcha de discerner exactement ce que c'était. Malgré tout, il n'eut pas le courage de le porter à sa bouche pour en goûter la texture. Il frotta le liquide contre le mur et, comme si son malaise le quittait, dirigea sa lumière vers l'avant. Là, à l'endroit où il avait orienté son faisceau, se trouvait la source. Ah! Sa voix échappa lorsqu'il aperçut enfin ce qu'il redoutait. Sous la faible lumière, ce qu'il distinguait en fut un bras abandonné sur le sol. Ses doigts étaient écartés, comme s'il cherchait désespérément quelque chose. Mais étrangement, il n'y avait rien au-dessus du coude. Il leva la lampe, cherchant à découvrir le reste du corps, et tomba sur une jambe. Peut-être avait-il la chance que cette jambe soit encore reliée au torse, et que le corps semblait conserver la majorité de ses parties intactes. Avec une tête tranchée et un bras en moins, ce qui se trouva devant lui n'était autre que le cadavre d'un vieillard grand et décharné. Hein? Dès qu'il prit conscience de la scène, un bruit insignifiant s'échappa de sa bouche. À cet instant, son esprit n'était envahi ni par la peur, ni par le désespoir, ni même par le choc. Il était totalement vide, chaque pensée ayant disparu. Les options, de fuir ou de rester, ne se formaient même plus dans son esprit. L'absence d'information l'obligea à demeurer figé, en attendant que son cerveau assimile pleinement ce qu'il voyait. Ce moment allait en fin de compte déterminer son destin. Ah, tu l'as vu, j'ai donc pas le choix. Oui, pas le choix du tout. C'était une voix de femme, pensa-t-il. Basse, froide, de manière presque moqueuse. Il la ressentait. Ouah! Il n'eut même pas le temps de se retourner au moment où il se tenta de se retourner vers la voix. Un impact colossal le frappa.
Son dos heurta violemment le mort, et la lampe tomba de sa main, le plongeant dans une obscurité totale. Mais ce n'est pas ce qui occupait l'esprit de H.K. Toute sa conscience était focalisée sur autre chose. Ah, c'est chaud. Un terrible chaleur se propageait alors dans tout son corps. C'était bien pire que mauvais. Le sol froid et implacable mordait sa joue, alors qu'il réalisait qu'il s'était effondré face contre terre. La force l'avait quitté, s'évaporant avec une lenteur cruelle. Ses doigts, il ne les sentait plus, comme s'ils n'avaient jamais existé. La chaleur, cette insupportable chaleur dévorait son corps. Une fournaise interne qui lui arrachait l'âme. Il voulait se déchirer la gorge, se libérer de cette souffrance étouffante. Chaud, 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 chaud. Cette litanie maudite envahissait son esprit. Il ouvrit la bouche pour hurler, mais ce ne fut pas un cri qui en sortit. Ce fut un torrent, un flot de sang jaillit, éclaboussant le sol dans un bruit écœurant. Il toussa et la marée rouge déferla à nouveau épaisse et mousseuse. Le sang coulait au long de sa bouche, gargouillant, tandis que son regard flou discernait le sol imbibé de son propre liquide vital. Tout ce sang, est-ce le mien? Le rouge avait envahi son monde, noyant tout autour de lui. Il en avait tant, tellement que son corps semblait si dissoudre. Le sang qui représente 10% du corps humain. Il se souvenait vaguement avoir entendu que la perte d'un tiers de ce précieux fluide pouvait signer la fin d'une vie. Mais lui, il en avait déjà perdu bien plus que cela. Et c'était une certitude. Le flot de son sang cessa. Mais la chaleur infernale demeurait. Implacable. Il tâtonna, ses doigts engourdis, cherchant son abdomen. Quand elle toucha enfin, il comprit. Une sensation impossible, irréelle, traversa l'esprit. Mon estomac, déchiré. Une fissure brûlante l'incendiait de l'intérieur. Il comprit alors que son cerveau, ce traître, se confondait la douleur avec cette chaleur dévorante. Son cœur n'était plus qu'une simulacre, déchirée presque en deux. Seul une mince limbeau de chair dans son dos le retenait de sombrer dans le néant total. Échec et mat. C'était la fin. Cette vérité le frappa. Et avec elle, la conscience commença à glisser, s'évaporer, comme une brume dissipée au vent. Même la chaleur, cette tortionnaire, commençait à s'effacer, tout comme la désagréable sensation de son sang, tiède, imprégnant la main qui fouillait ses entrailles. Tout s'éteignait et lui avec. Il ne resta plus que ce corps, vide, sans âme. Reliquat, une existence éphémère. Ce corps fit un ultime geste, une même tentative pour se relever, comme pour rendre hommage à une volonté déjà disparue. Sa tête tourna lourdement vers le haut. Là, dans la mare de sang, une silhouette apparaissait, comme des ombres menaçantes flottant dans son champ de vision rétréci. Quelqu'un se tenait là, l'assassin, sans aucun doute celui qui avait mis un terme à sa vie. Curieusement, il n'éprouvait aucun désir de voir le visage de son meurtrier. C'était ironique, presque absurde. Il était à l'agonie, et pourtant, il se sentait spectateur de sa propre mort, indifférent à l'identité de celui qui l'avait plongé dans cet enfer. Tout ce qu'il souhaitait, désormais, c'est la sécurité de la fille. HK, une voix douce, cristalline, angélique comme la teinte d'une cloche brisée. L'avait-il imaginé? Ses sens étaient devenus flous, confus, confondus, la douleur et l'inconscience. Et pourtant, même si ce n'était qu'un rêve, cette voix lui apporta un réconfort inattendu. Puis, un cri, bref, déchirant. Une silhouette s'effondra à ses côtés. Le sang éclaboussant à nouveau son bras étendu. Une main si belle, si délicate, s'enlaçait avec la sienne, dans un geste d'abandon partagé. Pure coïncidence,
Les doigts bougèrent faiblement, pressant légèrement les siennes. Se sentir sa conscience lutter pour revenir à la surface. Mais c'était futile. La douleur, la chaleur, tout avait disparu. Rien ne restait si ce n'était ce moment suspendu, éphémère. À ce moment-là, Eshkei entendit une voix. « Libère-moi, puis tue-moi » Mais même dans ce crépuscule de sensations, une promesse commençait à brûler ardemment. Je le ferai, sans aucun doute. Te sauver, te libérer. Et dans cet instant utile, Eshkei exhala son dernier souffle. C'est la fin du chapitre 2. Est-ce que ça vous a plu? Du coup, on arrive au prologue. Vraiment, sa dernière page, c'est le prologue. Du coup, il y a vraiment une suite, Eshkei. Ah, de toute façon, c'était cool. Vraiment cool. Je m'attendais pas à ça. Mais sur beaucoup de moments, en fait. On va juste changer de musique. Comme par hasard, la musique de la suite de Béa, c'est musique calme. Est-ce que ça vous a plu? Du coup, on a lu pendant 1 heure, à peu près. Alors que j'ai peut-être lu plus vite que la dernière fois, je pense. Parce que la dernière fois, ça a duré 3/4 d'heure et il y avait une dizaine de pages. Et là, il y a eu 19 pages, mais j'ai lu tellement plus vite. Après, il y avait plus de dialogue et moins de description, donc ça a sans doute joué également. J'ai essayé d'être expressive sur certaines paragraphes. Je sais pas si ça a été vu parce que du coup, je voyais pas du tout mon VTuber pendant la lecture. J'avais la lecture, elle était en face de moi, là où il y a mon VTuber. Mais il y a eu beaucoup d'émotions aussi dans ce chapitre, vraiment un peu plus d'amusement et vers la fin, vraiment le côté un peu plus macabre. Mais c'était cool, c'était cool.